tous et bienvenue sur Valinfo pour l'entretien. Très heureux de vous retrouver. Mon invité aujourd'hui est la journaliste, auteure et réalisatrice Sophie Bonnet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous reçois aujourd'hui pour votre livre Le Maître et l'Assassin. C'est le résultat de 5 années d'enquête, 150 témoins interrogés donc pour ce livre enquête. Le maître, c'est Olivier Metzner, un avocat qui est décédé en 2013 dans des conditions mystérieuses sur son île bretonne. L'assassin, c'est Alexandre Despalières. Nous allons y revenir justement dans un instant. Alexandre Despalières qui est donc décédé en 2022 à l'âge de 53 ans, avant d'évoquer les liens entre ces deux personnes que, a priori, tout oppose. On va d'abord parler d'Alexandre Despalières. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En plus de votre ouvrage, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé et qui est addictif, puisque une fois qu'on termine un chapitre, on a vraiment envie d'aller vers le second, eh bien cette affaire, Alexandre Despalières, est au cœur de l'actualité. On va y revenir dans un instant. Juste avant, donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce Alexandre Despalières? Qui est-il? Alexandre Despalières, c'était un gigolo à la beauté folle, à la beauté du diable, on pourrait dire. C'est quelqu'un qui est donc décédé à l'âge de 53 ans, là, il y a quelques mois, mais c'est quelqu'un qui était depuis l'enfance d'une très grande beauté et qui a grandi dans l'idée, dans la certitude, dans la conviction qu'il allait devenir une star. Les portes de la gloire lui étaient déjà toutes grandes ouvertes. Et donc, il était persuadé, voilà, ça faisait l'unanimité dans sa famille, qu'il allait devenir acteur, chanteur, enfin voilà, comédien, etc. Et on lui demandait déjà ce qu'il ferait avec l'argent de ses disques d'or, etc. Et donc, il a grandi avec cette conviction chevillée au corps. À l'âge de 16 ans après, il a appris qu'il était contaminé par le VIH. À l'époque, il n'y avait quasiment pas de traitement et donc c'était une mort certaine qui s'annonçait. Et il a trouvé ça infiniment injuste parce qu'il a considéré que ce n'est pas ce qui était convenu voilà, avec le destin. Et donc, à partir de là, il a complètement vrillé, disons. Il a fait un pacte avec le diable. Et puis, son idée, c'était de grappiller quelques années de vie supplémentaires, d'avoir accès à la gloire, à l'argent, voilà, au pouvoir. Et au fil des années, il va commencer à devenir maître dans l'usage des médicaments, et pour son propre compte, et puis pour les gens autour de lui, à qui il va faire avaler différentes substances, d'abord dans l'idée de les mettre sous emprise, d'en tirer un bénéfice économique, ou qu'on puisse l'aider à passer à la télé, à faire un disque, enfin voilà, que sais-je. Et puis bien plus tard, il va y avoir des premières tentatives d'empoisonnement, et puis il y aura ensuite des décès réels qui arriveront dans les années suivantes. C'est quelqu'un dont l'existence entière a été émaillée d'empoisonnement et de morts suspectes. Alors après, il faut quand même... un certain nombre des gens qui sont morts étaient des gens très riches, très puissants. Son mari notamment, Peter Aikin, qui est donc décédé en 2018 d'un empoisonnement au paracétamol, qui est on peut dire l'empoisonnement parfait parce que c'est quelque chose qui est très dur à retrouver, à prouver. C'était un homme très puissant, Peter Aikin, c'était un des responsables de la Warner, c'était le producteur d'Elton John, de Madonna. Et donc, Alexandre a mis au point tout un stratagème absolument machiavélique pour se faire épouser par cet homme et puis pour récupérer son immense fortune. Mais bon, il va se faire attraper, etc. Mais c'est Alexandre, il n'est jamais passé en jugement. C'est quelqu'un qui n'a jamais été jugé, qui a fini sa vie en liberté pour tout un tas de raisons qui sont assez complexes à expliquer, mais c'est quelqu'un qui a été à la fois très doué et puis qui a eu de la chance aussi. Bon, en tout cas, il est mort innocent. Voilà, donc c'est quelqu'un. Moi, j'ai la conviction absolue parce que j'ai beaucoup enquêté, j'ai croisé beaucoup d'éléments, etc. J'ai la conviction absolue qu'il a empoisonné au moins 5 personnes, mais c'est quelqu'un qui sera pour l'éternité considéré comme innocent. Il n'a pas été jugé. Il est donc soupçonné du meurtre de son ancien amant, Peter Aikin. C'était un dirigeant de la Warner dont la santé s'est donc brutalement dégradée au contact d'Alexandre Despalières. Il meurt et un an après sa mort qui a eu lieu en 2008, des analyses sont pratiquées et on découvre
dans ses restes. Aux organes, enfin, c'est quelque chose qui a été fait un peu par automatisme. À l'époque, il n'y avait pas de doute sur un éventuel empoisonnement. Les organes ont été conservés durant 1 an, mais c'est quelque chose qui se fait de manière automatique. Et puis, les amis de Peter Aikin ont commencé à trouver qu'il y avait vraiment des éléments très étranges, parce qu'en fait, Alexandre, pour se faire épouser, avait prétendu qu'il était mourant et qu'il était absolument, enfin, millionnaire, voilà, qu'il était richissime, qu'il possédait de multiples entreprises, des appartements, etc. Et donc, il a convaincu Peter de l'épouser en lui disant « Je vais mourir, épouse-moi et tu hériteras ainsi de mon immense fortune, de mes entreprises, etc. Je ne veux pas les laisser à ma famille. » Et donc, Peter a accepté d'épouser Alexandre et puis Peter est mort juste après. Et donc, finalement, c'est Alexandre qui a récupérer l'immense fortune de Peter. Et il n'a pas pris la peine, disons, de jouer les veufs éplorés. Il a immédiatement commencé à dilapider les millions en s'achetant des Porsche, des manteaux de vison et voilà, tout un tas de choses. Et puis, il avait l'air en parfaite santé pour quelqu'un qui était censé mourir. Donc, les amis de Peter Aikin ont commencé à trouver que la situation était vraiment très, très étrange. Et puis, il y a tout un tas d'éléments qui les ont amenés à avoir des gros doutes. Ils se sont rendus compte qu'Alexandre avait fait un faux testament. Enfin, voilà, il y a toute une série de choses qui les ont amenés à avoir des doutes. Et ils ont pu obtenir le fait d'analyser les organes de Peter, qui contenaient une dose létale de paracétamol et 16 substances très, très toxiques. Alors je le disais, pour cette affaire, vous avez rencontré plus d'une centaine de témoins et un grand nombre d'entre eux vous décrivent un Alexandre Despalières manipulateur et surtout avec une forte tendance, et c'est un euphémisme, à l'empoisonnement. Tous ses amants, ou presque, ont été empoisonnés, même s'ils n'en sont pas morts. Et surtout, ses parents et ses grands-parents sont morts dans d'étranges circonstances. En fait, on le surnommait le Vidal. Tout son entourage l'appelait le Vidal parce qu'il connaissait parfaitement l'utilisation, les posologies, toutes les molécules. C'est quelqu'un qui avait en permanence une mallette pleine de médicaments dont il faisait usage pour lui-même ou pour ses proches. Et il leur faisait avaler tout un tas de choses. Il faisait des piqûres. Enfin, c'est quelqu'un qui maîtrisait parfaitement l'usage des médicaments. Il connaissait la manière dont il pouvait se les procurer. Enfin, c'est quelqu'un qui était vraiment passé maître dans l'art du poison, comme on dit. Alors, vous avez rencontré cet homme, donc Alexandre Despalières, qui, on le rappelle, est décédé en janvier 2022, donc il ne sera jamais jugé pour les faits qui lui sont reprochés. Et vous aussi, vous le racontez, vous avez été tout de suite séduite par cet homme, à tel point que vous avez même douté de ce que vous avez pu entendre, de sa culpabilité. Les premières fois, enfin, quand je commence mon enquête, la première personne que je rencontre, c'est Alexandre Despalières et je vais le voir à de nombreuses reprises. Il me donne rendez-vous dans un palace et c'est lui qui m'invite. Il est absolument charmant, très beau, très cultivé. Enfin, voilà, on discute de tout un tas de choses et c'est un homme absolument délicieux. Enfin, voilà, et je me dis, cet homme est innocent, il ne ferait pas de mal à une mouche. C'est forcément un malentendu. Et il va se passer de nombreuses semaines avant que je commence à me dire qu'il y a vraiment des choses bizarres chez cet homme-là. Donc effectivement, je vais commencer à rencontrer des victimes qui, elles, ont un discours qui va beaucoup m'interpeller. Et puis, au bout d'un certain nombre de rencontres, je vois bien qu'Alexandre raconte plus ou moins toujours la même chose. Enfin, il y a des choses qui commencent à dérailler dans son discours. Mais ça n'apparaît qu'au bout d'un certain temps. Oui, et vous le décrivez d'ailleurs très bien, que ce soit avec Peter Aikin dont on vient de parler, mais aussi avec les autres personnes. Il se fait passer pour quelqu'un de gravement malade, qui a besoin d'argent, et c'est comme ça qu'il soutire de l'argent C'est justement. un très grand menteur, c'est quelqu'un qui manipule de manière parfaitement habile. Il arrive à se faire passer pour le chanteur du groupe AA, qui était un groupe très célèbre à l'époque. Il se fait passer pour le fils d'Elizabeth Taylor. Enfin, il met au point tout un tas de stratagèmes. C'est quelqu'un qui est très fort, qui vraiment, c'est un maître de la manipulation. Alors, il utilise aussi l'hypnose, etc. Mais c'est quelqu'un qui est très, très fort. Ouais. Alors voilà pour celui qui porte donc le nom de l'assassin dans votre livre, qui, je le rappelle, s'appelle donc Le Maître et l'Assassin. On va maintenant s'intéresser à Olivier Metzner, le maître donc. Il a été l'avocat des plus grands, que ce soit Florent Pagny, Jérôme Kerviel,
Dominique de Villepin, mais aussi des patrons du CAC 40 et, au début de sa carrière, des infréquentables, on peut dire. On va revenir sur les circonstances de sa mort dans un instant, mais juste avant, quand même cette question, comment ces deux hommes que tout oppose, d'un côté ce gigolo dont vous venez de nous parler, Alexandre Despalières, de l'autre cet avocat de renom, comment ces deux hommes ont-ils pu se rencontrer? Et je crois qu'au moment de leur rencontre, il était déjà question d'empoisonnement. En fait, ces deux hommes, Olivier Metzner et Alexandre Despalières, se connaissent de vue depuis très longtemps. Ils se croisent dans les soirées homosexuelles du Paris de ces années-là et ils vont vraiment devenir intimes en 1992 après une première accusation d'empoisonnement qui va toucher Alexandre Despalières. Alexandre va mettre au point tout un stratagème pour arnaquer un producteur de cinéma. Donc, il va se faire passer pour le fils d'Elizabeth Taylor. Et puis, il va tenter de ruiner le producteur en l'empoisonnant. Et cette personne-là ne meurt pas, mais enfin, bon, il s'en est fallu de peu. Et le producteur de cinéma décide de porter plainte. Et il prend pour avocat Olivier Metzner. Lorsque Alexandre l'apprend, il va voir Olivier Metzner et il le convainc, il arrive à le convaincre très facilement d'ailleurs, de laisser tomber son ami et de prendre sa défense à lui. Donc, Olivier Metzner va, à partir de là, défendre en sous-main Alexandre Despalières. Et donc, ces deux hommes, c'est une période d'intimité qui va s'ouvrir pour ces deux hommes-là. Ils vont devenir amants pendant plus de 20 ans. Olivier Metzner va, à partir de ce moment-là, financer le train de vie d'Alexandre Despalières. Et ils sont, cette histoire d'amour se scelle sur une première histoire d'empoisonnement. Et donc, ce qui est absolument terrible, c'est que cette première tentative d'empoisonnement est le brouillon quasi exact de l'empoisonnement de Peter Aikin qui aura lieu 20 ans plus tard. Et c'est surtout que Olivier Metzner sait parfaitement qu'il met dans son lit un empoisonneur, quelqu'un qui est fort peu recommandable. Donc, il y a quelque chose d'absolument tragique là-dedans. Et puis, donc, les deux hommes vont rester très, très liés. Ils vont partager beaucoup de secrets jusqu'à la fin. Alors, on ne va pas dévoiler la fin, mais bon, au bout de plusieurs décennies, Olivier Metzner tentera de se défaire d'Alexandre Despalières, mais ce ne sera pas possible. Alors vous vous êtes longuement entretenu, évidemment, avec Alexandre Despalières à de nombreuses reprises, et puis avec son compagnon, qui deviendra son mari, Chang. Au début, il parle peu, puisque quand vous le voyez avec Alexandre Despalières, en fait, il parle même pas du tout. Et puis ensuite, vous le rencontrez sans Alexandre Despalières pour des raisons que les lecteurs comprendront lorsqu'ils liront votre livre. Et là, vous découvrez un personnage un peu glaçant, un peu manipulateur, il s'interroge sur votre enquête et puis il veut vous financer, il veut que vous disiez, entre guillemets, la vérité sur qui est vraiment Alexandre Despalières selon lui, c'est-à-dire un homme innocent. C'est un peu un personnage quand même énigmatique, Chang, je trouve. Oui, c'est quelqu'un de très complexe. C'est pour moi, vraiment, j'ai la certitude que cette personne que j'appelle Chang est vraiment la dernière victime d'Alexandre Despalières. C'est quelqu'un qui a été très amoureux d'Alexandre Despalières, qui lui a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, qui a beaucoup perdu dans cette histoire. Donc, c'est effectivement quelqu'un, c'est une personnalité trouble, complexe, et qui est, alors ça c'est mon analyse à moi, mais qui est rentré dans une sorte de déni. Et aujourd'hui, je pense que c'est impossible pour lui d'accepter le fait qu'il a vécu pendant 10 ans avec un serial killer, parce que c'est une vérité qui est épouvantable. Enfin, voilà. Donc, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est trouble, effectivement, mais il n'en reste pas moins une victime, la dernière victime d'Alexandre. Alors revenons maintenant sur Olivier Metzner, l'avocat, le maître donc dans votre livre. Il est donc décédé en 2013 au large de son île de Boédic dans le Finistère. A priori, cela ressemble à un suicide. Il a laissé des lettres, des indications pour son cabinet, mais aussi pour ses proches, pour ce qu'il veut pour ses funérailles. Mais au fil de votre enquête, vous vous posez des questions aussi sur cette mort-là, puisqu'on l'a vu juste avant. Il y a eu des morts suspectes, les parents, les grands-parents d'Alexandre Despalières, puis Peter Aikin, son amant, et vous avez quand même l'impression que la personnalité d'Alexandre Despalières plane sur ce décès.
En fait, quand Olivier Metzner est retrouvé mort sur les rochers de son île privée dans le golfe du Morbihan, personne à l'époque ne semble s'intéresser au fait qu'il y a dans son sillage depuis plus de 20 ans un gigolo, euh, voilà, dont la vie est déjà émaillée de morts suspectes. Et donc, je trouve ça assez étrange. Et effectivement, j'ai rapidement des doutes. Enfin, je cherche à comprendre ce qui a pu se passer entre ces deux hommes. Et donc, ça c'est vraiment le fil rouge du livre, c'est voilà, de remonter, de retracer la vie de ces deux hommes, ce qui a pu se passer, et puis voilà, jusqu'au décès d'Olivier Metzner. Alors, effectivement, Olivier Metzner s'est suicidé. Moi, j'ai la conviction qu'Alexandre Despalières a joué un rôle très important dans cette mort, par son emprise, par des menaces, par du chantage, par voilà. Olivier Metzner était quelqu'un enfin, il l'a fait vivre pendant plus de 20 ans, et donc au moment où Olivier Metzner a essayé de rompre, c'est quelque chose qui était impossible à accepter pour Alexandre. Alors, je le disais en introduction, deux hommes ont donc été condamnés dans l'affaire du faux testament de Peter Aikin il y a quelques jours de cela, puisque donc un faux testament au nom d'Alexandre Despalières avait été fabriqué pour faire en sorte qu'Alexandre Despalières puisse empocher l'héritage de Peter Aikin. Donc ils ont été condamnés, ces deux hommes, à 24 et 12 mois de prison. Aujourd'hui, donc votre ouvrage est sorti depuis plusieurs semaines maintenant. Comment ont réagi vos différentes sources? Est-ce qu'ils l'ont lu déjà? Alors, voilà, j'ai appelé la plupart des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens dont j'ai masqué l'identité, ceux qui ont accepté de me parler. Il y a des gens dont je donne le nom, et puis d'autres pour lesquels je m'étais engagée à masquer leur identité. Les gens sont généralement contents parce qu'ils estiment que j'ai réussi à rendre compte de l'immense pouvoir de manipulation qu'avait Alexandre, et puis à expliquer quel personnage presque maléfique il était. Après, voilà, ses complices ont été jugés. Enfin, l'ironie de ce jugement, c'est qu'effectivement, la personne principale, elle n'est plus là. La justice a tardé, enfin voilà, beaucoup, beaucoup, et qu'il y a eu 12 ans depuis le début de l'affaire, quatre juges, et aujourd'hui, bon, bah, Alexandre n'est plus dans le box des accusés, donc on juge des gens qui sont à la périphérie de cette affaire. Bon, c'est fort dommage. Alors, autre question, toujours sur Chang, donc le compagnon puis le mari d'Alexandre Despalières, le dernier avant son décès. Vous avez beaucoup échangé avec lui dans les dernières années de votre enquête, car c'est en fait la dernière victime d'Alexandre Despalières finalement. Alors, c'est compliqué pour moi de répondre à ces questions parce que ça, voilà, ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui savait très bien qui j'étais, ce que je faisais, etc. C'est vrai qu'il espérait que je prouve l'existence d'Alexandre, ce qui est complètement impossible. Donc, c'est vrai que le livre est un grand choc pour lui. Voilà, ça, c'est sûr. Bien sûr, avec le secret des sources qu'on comprend évidemment. Alors en tant que journaliste, j'imagine que cette enquête a dû être compliquée à faire, puisqu'on le voit à plusieurs reprises dans votre livre. On sait que dans le journalisme, il faut une certaine frontière avec les personnes qu'on interroge, les sujets qu'on traite, et on sent que cette digue, à plusieurs reprises, elle se casse un peu. Vous prenez de sympathie au tout début pour Alexandre Despalières, puis un peu pour Chang. D'ailleurs, vous le racontez, vous avez eu beaucoup de mal à vous sortir de cette enquête qui a été très prenante. Comment vous l'avez abordée, justement, cette enquête? Ça a été quelque chose qui est devenu quasiment obsessionnel pour moi, le fait de vouloir remonter cette affaire, trouver la vérité. Enfin, ça a été une enquête très difficile. J'ai vécu avec ça dans la tête tous les jours pendant 5 ans. Donc, c'est quelque chose dont je ne suis pas du tout sortie indemne, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et il y a beaucoup de personnages dans cette histoire qui sont des gens absolument noirs. Enfin, c'est vraiment... voilà. Et donc, on dit souvent, mais en fait, c'est pas possible. Sauf que si, malheureusement, c'est la vérité. En fait, j'aurais voulu les inventer, j'aurais pas pu. Mais c'est vraiment... c'est des personnages de fiction, absolument. Eh bien, merci beaucoup, Sophie Bonnet, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre, Le Maître et l'Assassin,
est donc disponible dans tous les points de vente, comme on dit. C'est édité chez Robert Laffont et j'invite celles et ceux qui nous regardent évidemment à lire ce livre qui se lit vraiment de façon très fluide. Il y a beaucoup de suspense à la fin des chapitres et on avance en fait avec vous dans votre enquête. Donc vraiment, j'invite tous ceux qui nous écoutent à lire ce livre. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux qui s'affichent actuellement. Merci pour votre fidélité. On se retrouve quant à nous à la rentrée de septembre avec de nouveaux invités. Merci encore Sophie Bonnet. Merci à tous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, @valinfoprod. Sur Facebook, avec la page Valinfoprod. Sur Twitch, avec le compte Valinfoprod.